Bien bonjour d'Algérie, mesdames et messieurs, où que vous soyez, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien en ce 25 mars 2026. Déjà avant de commencer, Saha Aïdkom, Kul Aam Antum Bkhair, je n'ai pas eu l'occasion de vous le souhaiter avant, donc j'espère que vous avez passé d'agréables moments en famille en cette fête de convivialité et de communion. Quant à nous, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver chaque mercredi en direct de la station régionale d'Oran avec notre humble équipe technique pour vous servir durant 1h30 de programme qui, je l'espère, sera à la hauteur de vos attentes. Programme qui aujourd'hui fera un tour du côté de la santé pour parler de cette masterclass de formation en endoscopie digestive qui sera organisée dès le mois d'avril. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous le président de la Société algérienne d'endoscopie digestive, Dr Belkahla, qui sera parmi nous pour nous parler de cette journée, ses objectifs ainsi que son programme. On passera ensuite au volet nutrition et bien-être. Et oui, pour beaucoup, la période post-Ramadan rime avec tout un rééquilibrage alimentaire et physique. Donc nous aurons le plaisir d'avoir avec nous Sofiane Amour, qui est préparateur physique, qui nous parlera de cette phase de réadaptation alimentaire post-Ramadan, ainsi que des conseils d'exercices à suivre afin de maintenir une bonne hygiène de vie. Ensuite, pour le volet culturel, on fera un tour du côté de Tlemcen pour parler de ce bel événement, à savoir le concours de la semaine des 7 arts de Tlemcen, un événement consacré aux personnes à besoins spécifiques. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous le président de l'association Ville de la Culture et des 7 arts de Tlemcen, qui sera accompagné du président du comité d'organisation, qui nous parleront de cette belle journée, des arts concernés, ainsi que du programme de toute la semaine. Ensuite, bien évidemment, pour le volet cinéma, on ne peut pas omettre l'événement planétaire consacré au cinéma qui a eu lieu tout récemment, à savoir la 98e cérémonie des Oscars. C'est un événement incontournable pour le domaine du cinéma, donc nous aurons le plaisir d'avoir avec nous Mehdi Messaoudi, qui est écrivain et chroniqueur, qui nous fera le bilan de cette soirée, quels ont été les films primés, ainsi peut-être qu'il nous parlera aussi des films qui n'ont pas fait justement l'unanimité. Et pour finir, avec l'invité de la matinale, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous un invité de très grande marque, un invité dont on ne va pas vous citer le nom. Maintenant, on va le laisser en surprise jusqu'à la fin. En tout cas, c'est un acteur qui a beaucoup fait parler de lui, notamment durant ce ramadan, et qui sera parmi nous pour annoncer la sortie officielle en avant-première d'un tout nouveau film algérien qui sera présenté à Oran, un film algérien très, très, très attendu depuis plusieurs années. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'espère que vous serez nombreux et nombreux à nous suivre. Mais avant de commencer, et comme à l'accoutumée, on vous invite à savourer cette petite douceur musicale issue des archives de la station régionale d'Oran. On vous laisse apprécier ce petit moment et on se retrouve juste après.
بيضة من العينين بنقول له يا بايع بايع الزين امحي لي سنين من الجبين من الجبين امحي لي سنين من الجبين من الجبين ينطفى خلاص مش هبدايا. Et oui, mesdames et messieurs, c'est bien évidemment l'icône de la chanson algérienne en général et surtout du style Wahrani en particulier, le regretté Blaoui El Houari. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons commencer avec notre premier plateau, comme je vous l'ai dit, un plateau consacré à la santé avec cette masterclass de formation en endoscopie digestive et c'est avec Dr Belkahla. Dr Belkahla, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Tout plaisir. Aujourd'hui, c'est avec plaisir et honneur que je participe à votre honorable émission pour parler santé. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter à vous et à l'ensemble de vos téléspectateurs mes meilleurs vœux. Merci beaucoup, Saha. Alors déjà, avant de parler de cette masterclass de formation en endoscopie digestive, donc on rappelle c'est une formation qui est prévue pour le mois d'avril. Donc bon, mais déjà, histoire de vulgariser un peu le concept d'endoscopie digestive à nos chers téléspectateurs, comment on pourrait la simplifier et la présenter Très bien. Alors, notre spécialité, l'hépatogastro-entérologie, en fait, est une spécialité donc, qui est très vaste. Oui. Elle s'intéresse aux pathologies du tube digestif. Et cette spécialité, elle comporte un volet technique qui est très important, à savoir l'endoscopie digestive. Donc, en fait, l'endoscopie digestive, c'est des tubes dotés de caméras donc, qui vont nous permettre de transmettre une image à travers un écran et ça va nous permettre d'explorer à travers les cavités du tube digestif, donc pas mal de pathologies, notamment des pathologies cancéreuses, les pathologies précancéreuses. Et comme toute spécialité technique, donc ce volet technique est important et il est en plein essor et progrès considérable donc, au cours de ces dernières années. Notamment avec aussi le développement des outils technologiques utilisés. Voilà, donc il y a eu le développement de pas mal de techniques donc récentes. Et comme toute spécialité technique, ce volet nécessite un encadrement et un compagnonnage qui est probablement l'élément le plus important pour la formation des gastro-entérologues. Oui. Est-ce que déjà vous avez constaté un certain manque de compétences dans ce domaine-là, ce qui vous a poussé à organiser cette masterclass de formation? Ce n'était pas un manque de compétences. Nous, à la base, dans notre cursus de formation dans la spécialité d'hépatogastro-entérologie, donc on bénéficie déjà d'une formation de base, mais on a constaté une forte demande de formation médicale continue. C'est des formations de perfectionnement pour permettre aux jeunes gastro-entérologues récemment diplômés ou aux gastro-entérologues donc, qui sont en cours de formation, de se perfectionner en technique d'endoscopie digestive et en particulier les techniques d'endoscopie interventionnelle. Donc c'est pour cette raison qu'on a pensé à créer cette société pour essayer de compléter cette formation de base pour permettre le perfectionnement et l'amélioration des compétences des gastro-entérologues. Très bien. Maintenant, je vais revenir un peu au programme de cette formation. Lors de la conception du programme, quels besoins spécifiques de terrain avez-vous identifiés pour concevoir Voilà, donc en fait, ça fait déjà 4 ans qu'on a fait cette association. Et en fait, il s'agit de la 10e masterclass de formation en endoscopie digestive. Donc c'est une formation de base qui est destinée à 20 gastro-entérologues donc, qui sont récemment diplômés ou en cours de formation. Très bien. Et au programme, donc c'est une formation de perfectionnement en coloscopie. Donc il va y avoir une formation sur les techniques de résection endoscopique, à savoir la polypectomie et la mycosectomie, la gestion de complications en endoscopie digestive, notamment l'hémostase endoscopique, et puis la dilatation digestive. Donc en fait, c'est une formation de base où elle va avoir la participation de nombreux experts formateurs nationaux, donc qui vont assurer une formation au bout de 2 jours. Donc, et elle comporte 2 volets. Donc le premier volet, donc c'est un volet théorique où les experts formateurs donc, vont faire des conférences et des présentations
donc en rapport avec ce programme. Et le deuxième volet donc, qui est très important, c'est le volet pratique, où nous allons organiser des ateliers pratiques en utilisant des hands-on ex vivo, c'est-à-dire on va utiliser des simulateurs à base de colonnes de veau. Ah, d'accord. Ces simulateurs, donc, c'est le pur produit de la société, donc il a été confectionné par notre équipe. D'accord. Et en deuxième partie, donc, les candidats auront la chance de participer en direct au bloc opératoire, où ils vont assister à des gestes où on va prendre une dizaine de patients. Très bien. La société va prendre en charge une dizaine de patients donc, qui vont bénéficier de diverses techniques de pointe. D'accord, très bien. Vous avez cité un point très intéressant, à savoir les experts qui vont assurer justement cette formation. Donc, à ce niveau-là, quels ont été les référentiels scientifiques utilisés pour concevoir justement le programme? En fait, est-ce que ça se base sur les nouvelles, les nouveaux articles scientifiques qui ont été édités sur le sujet, ou est-ce qu'il y a les recommandations internationales? Quels sont les éléments qui ont été pris en compte pour élaborer ce programme, pour l'adapter justement aux enjeux actuels? Voilà, donc en fait, nous, l'élément essentiel donc, pour ces formations, c'est d'assurer la sécurité des patients. Oui. Donc voilà, donc c'est pour cette raison qu'on a confectionné ces modèles animaux, donc pour assurer une formation de sécurité et pour éviter tout genre de complications donc, qui peut altérer la qualité de vie des patients. Et ces simulateurs, en fait, ont été confectionnés à base de colons de veau. Il faut savoir que le colon de veau présente pratiquement les mêmes qualités anatomiques donc, que le colon humain. Et ça va nous permettre d'assurer une formation en toute sécurité. D'accord. Donc justement, à ce niveau-là, les techniques enseignées incluent-elles les nouvelles expérimentations techniques et les nouvelles innovations technologiques, pardon? Alors, il y a eu beaucoup de progrès en endoscopie digestive. Donc, nous, en fait, dans le programme de l'association, on assure des formations de base. Donc, c'est des formations qui concernent essentiellement les techniques de résection de polypes. Et le but principal, c'est de lutter contre le cancer colorectal, donc qui constitue un véritable problème de santé publique. Donc avec des chiffres qui sont assez alarmants ces dernières années, donc on a constaté une augmentation de l'incidence. Il faut savoir que le cancer colorectal constitue la première cause de mortalité par cancer masculine. Et à travers ces formations de base, donc le but, c'est d'améliorer les compétences des gastro-entérologues, donc pour permettre un meilleur dépistage, donc un dépistage efficace et une prise en charge précoce, donc qui va éviter le passage au cancer colorectal. D'accord. Voilà, donc ensuite, il y a eu d'autres formations donc, qui sont programmées, plutôt, donc on a déjà une autre formation qui est assez poussée. Donc c'est une formation technique d'écho-endoscopie interventionnelle. Donc c'est une nouvelle technique donc, qui a été développée au cours de ces 10 dernières années. Donc cette formation est programmée le 19 et 20 juin à Tizi Ouzou. Ah, d'accord. Donc c'est la deuxième formation. Donc on a organisé déjà une première session l'année passée donc à Constantine. Et ça va être la deuxième session, Inch'Allah, cette année. Pour les formations de base, donc on essaye de toucher un peu tout le territoire national. Donc, éventuellement, donc, au cours de cette année, donc, il y a eu une autre session qui est programmée donc, le mois d'avril à Sidi Bel Abbès et une session le 11 mai à Constantine. Très bien. Donc, on essaie de toucher un peu tout le territoire national et pour permettre le maximum de formation de gastro-entérologues installés un peu partout en Algérie. Pour revenir maintenant aux étudiants qui vont bénéficier justement de cette formation, existe-t-il un suivi après, post-formation, pour s'assurer que les compétences ont été bien acquises et bien mises en œuvre sur le terrain? Donc nous, l'objectif, c'est de lancer les jeunes gastro-entérologues. Donc, et au bout de 4 ans, je peux vous dire qu'il y a eu vraiment un changement sur le terrain. Donc, il y a des techniques donc, qui n'étaient pas pratiquées par la plupart des gastro-entérologues, mais alhamdoulilah, actuellement, donc, on a constaté que... d'ailleurs, l'objectif principal de la création de l'association, c'est pour démocratiser ces nouvelles techniques et ça va avoir un impact positif, significatif donc, sur le système de santé national et surtout sur la prise en charge de nos patients. Oui. Et par rapport à cette formation, est-ce qu'elle est accessible à l'ensemble des praticiens ou est-ce qu'elle est plus ou moins consacrée à une certaine élite, on va dire? Donc c'est accessible à l'ensemble, tout gastro-entérologue, donc qu'ils soient diplômés ou en cours de formation. Donc c'est destiné également aux jeunes résidents gastro-entérologues. Et il faut savoir que cette année,
Pour la première fois, donc, on a pensé également à nos collègues paramédicaux. D'accord. Donc, en collaboration avec notre partenaire scientifique Sonoscape Medical Corps, qui est représenté par Morgane Medical, donc on a pensé annoncer une formation aux paramédicaux. Donc, c'est les infirmiers pour améliorer les compétences des aides endoscopistes, donc qui constituent également un acteur majeur dans la prise en charge de nos patients. Donc, le troisième jour, à Blida, donc il y aura une formation de 20 infirmiers de la région du centre, issus du secteur public et du secteur privé. Avec au programme la même chose, donc amélioration des procédures de désinfection du matériel d'endoscopie. Donc il va y avoir des conférences théoriques et des ateliers pratiques sur la gestion des accessoires de polypectomie, mycosectomie, hémostase et surtout la CPRE. Donc, en fait, nous allons programmer d'autres sessions, une à l'Est et une à l'Ouest, donc pour permettre une couverture donc, assez large du territoire national. Là, vous savez, c'est un point très intéressant que vous venez de citer, c'est le fait que dans cette formation, il y a aussi une importance qui a été accordée au volet pratique aussi. Mais combien de temps, justement, vous avez accordé de temps, vous avez accordé de l'importance au volet pratique par rapport à la théorie? Est-ce que c'est quelques jours? Alors, c'est 50-50? Donc c'est 50-50. Pratiquement, donc, le volet théorique, donc c'est très important. Toujours, on commence par le volet théorique et la deuxième partie, donc c'est le volet pratique. Et on essaye de toucher le maximum de personnel dans les différentes régions et d'organiser au moins 2, 3, 4 sessions par année, donc pour permettre la formation de maximum de personnel médical ou paramédical. Très bien. Et est-ce que après cette formation, les bénéficiaires de cette formation vont avoir tout de suite accès à des réels cas pour pouvoir mettre en œuvre Effectivement, donc vous savez tous que nous, dans la formation des médecins spécialistes, donc généralement, c'est une formation qui varie entre 4 et 5 ans. Et en fin de formation, généralement, les médecins vont passer ce qu'on appelle le service civil. Et pendant le service civil, donc, ces formations complémentaires vont permettre aux médecins d'avoir une autonomie et de se lancer dans ces nouvelles techniques donc pour éviter le transfert des patients de l'intérieur du pays donc vers les plus grands centres au nord, à Alger, Constantine ou Oran. Donc en fait, l'objectif c'est de former les gens pour avoir une autonomie et se lancer dans ces nouvelles techniques. Parfait. Docteur Belkahla, merci beaucoup d'avoir été présent parmi nous pour nous parler de cette très intéressante masterclass de formation en endoscopie digestive. Donc déjà pour rappeler, la date c'est C'est le 16-17 avril à la clinique Metija à Boufarik. Très bien, parfait. Donc pour ceux intéressés pour y participer, ils vous contactent directement au niveau de vos réseaux sociaux? Oui, en fait, nous, donc on a un site, donc c'est mindar.dz, et généralement les inscriptions se font par Internet. Directement. La liste, elle est déjà... déjà établie. Elle est déjà établie. Très bien. Donc en tout cas, on souhaite bon courage aux nombreux praticiens qui vont bénéficier justement de cette magnifique formation. Merci beaucoup à vous encore une fois, Dr Belkahla. On vous souhaite bon courage et on espère vous revoir pour d'autres occasions, Inch'Allah. Quant à nous, chers téléspectateurs, on continue avec notre deuxième plateau consacré à la nutrition et bien-être. Mais d'abord, une petite pause musicale, on se retrouve juste après.
au plateau, mesdames et messieurs, avec notre invité de cette rubrique consacrée à la nutrition et au bien-être. Et c'est bien évidemment avec notre préparateur physique, Sofiane Amour. Sofiane, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Saha Aïdak aussi. Merci, bonjour. Toujours un honneur pour moi de répondre à l'appel. Merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Alors, bon, déjà, on va éviter un peu les questions bateau de l'importance de l'activité sportive, etc. Oui, ça, Mais, Nalia. exactement. Mais on va parler un peu de la phase d'adaptation post-Ramadan. Je sais que pour beaucoup, c'est très problématique, notamment par rapport à tout ce qui est alimentaire et notamment tout ce qui est de l'activité physique qui, pour certains, baisse beaucoup durant le mois de Ramadan. Tout à fait, c'est pour cela que j'ai donné une semaine de repos à mes athlètes pour réintégrer ce rythme post-Ramadan. Oui. Parce qu'il faut savoir que durant le Ramadan et après le Ramadan, c'est totalement différent. Oui. Bin avant, après, parce que déjà il faut savoir que chaque personne a une horloge biologique de 24 heures à peu près. On appelle ça un cycle circadien. Oui. L'horloge biologique, c'est elle qui favorise c'est elle qui favorise le sommeil, les sécrétions d'hormones, la bonne digestion. Oui. À midi, le soir, on a envie de manger le soir, le matin. Donc c'est elle qui régule tout ça. Ou pendant le Ramadan, tout ce système change. L'horloge biologique, le système digestif ralentit parce qu'on a des sécrétions l'estomac qui diminue parce qu'on ne mange pas beaucoup. Oui. Le manque d'hydratation aussi. Voilà, exactement. Même ça ralentit l'envie d'aller au sanitaire. Donc, durant le Ramadan, ça ralentit. Donc, après le Ramadan directement, imagine, donc automatiquement, on a des ballonnements, des reflux. وبزاف الناس على بالي بلي 80% اللي راهم يشوفوا فينا 80% ont eu des problèmes de ballonnement في هذه السيمانه. Notamment durant les gâteaux. Exactement. Parce que كيما قلت لك pendant le Ramadan, l'estomac ralentit son travail. Donc automatiquement, elle ne peut pas digérer كاع الصوالح اللي تعطيهم لها في خطره واحده durant هاد la semaine تاع العيد. على بالي il faudra vraiment adapter l'alimentation tout doucement. تاكل le matin, تخلي 2h30 3h, تعاود tu manges 2-3 heures et tu reprends les aliments, etc. Sinon, tu rassembles kulchi في l'estomac et on aura des ballonnements, des constipations durant toute la semaine. Donc c'est pour ça que... Et c'est pareil aussi pour l'activité physique. Il faut laisser le corps se reposer. L'activité physique, si un athlète professionnel, les athlètes professionnels, ils s'adaptent à tout. Même durant le Ramadan. Même durant le Ramadan. Je le dis toujours à mes athlètes, l'athlète et l'être humain, c'est pas un athlète professionnel et un amateur, ce n'est pas du tout la même chose. Oui. L'athlète d'élite, il te kiffe mais à tout, le changement rapidement après 2-3 jours, c'est bon, le changement, il t'adapte à aller. Mais un athlète débutant, il lui faudra beaucoup de temps pour s'adapter à une nouvelle fonctionnalité ou à un nouvel mode de vie. D'accord. Donc voilà, l'athlète d'élite n'a pas le temps court, un athlète débutant n'a pas le temps grand pour s'adapter. Un athlète professionnel, il peut reprendre après 2 jours, normal. Oui. Mais un débutant, débutant, ça veut dire qu'il traîne une fois par semaine, une fois 2 semaines. Là, il lui faudra au moins 1 semaine pour s'adapter à la nouvelle. Et y a-t-il justement des habitudes ou des aliments alimentaires à privilégier durant cette semaine, histoire de bien se reprendre? Il y a pas ou à éviter aussi, ou des aliments à éviter par exemple. Tout ce qui est avant les aliments qui sont pas bien pour le corps, il faut les éviter pendant, après ou la phase d'adaptation. Donc, ce que je conseille aux gens qui reprennent le rythme de favoriser en premier lieu, qui m'a toujours engoué, c'est de favoriser en premier lieu les protéines. L'aliment numéro 1 à privilégier. Parce que naissent beaucoup plus, etc., ils prennent beaucoup plus des glucides, des sucres. Des sucres, oui. Ce qui va augmenter ce qui va faire un pic de glycémie. Et c'est aussi ce qui donne faim après. Exactement. Et très vite. Oui. Parce qu'après, tu as une baisse de rythme.
وتحس روحك تحس une envie de manger تعاود tout le temps. Il faut privilégier les protéines le matin. Déjà le corps il en a besoin tout le temps les protéines et en plus Radi, ça va te donner avec la sensation que tu n'as pas envie de manger. Il faut le favoriser en premier lieu le matin. Mais en général, il n'y a pas un secret où tu dois prendre ça et ça et ça. C'est au cas par cas. Voilà, tu dois manger sainement. Et toujours, le côté de nutrition, il faut voir cas par cas. Parce il y a beaucoup de gens qui ont un problème digestif. Parfois, il y a une personne, même là, par exemple une banane, tu as c'est bon, il y a une personne qui ne peut pas la supporter. D'accord. Il faut vraiment تكتب une liste, تكتب le cas, voilà les aliments l'hydroniques, voilà les aliments les maïdroniques. Même s'ils sont bénéfiques pour la santé, il faut les réduire et parfois même les supprimer, les radier les alimentaires. Justement, à ce niveau-là, est-ce que vous conseillez d'abord vos adhérents de consulter un nutritionniste avant de pouvoir élaborer un programme sportif? Tout à fait. À chaque fois, est-ce que tu fais un programme de nutrition ou un programme de sport? On a toujours je favorise le programme sportif. Okay? Si c'est un athlète professionnel où il veut des conseils de base, n'importe qui, je peux lui donner un petit suivi nutritionnel qui est de base, qui n'est pas dangereux pour lui. Mais si c'est vraiment une perte de poids importante, une personne débutante, il faut toujours consulter un nutritionniste parce que même le nutritionniste, il va devoir te dire des analyses, où les carences, où il faut consulter toujours un nutritionniste avant de consulter un préparateur ou un entraîneur. Généralement, ça va de pair. Exactement. On peut donner un programme de nutrition, mais vraiment un programme basique. Un programme très basique qui ne nuit pas à la santé de la personne. Alors maintenant, Sofiane, j'aimerais vous faire réagir sur un point. Beaucoup de coachs sportifs affirment que le métabolisme ralentit pendant le mois de Ramadan. Donc, est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça ou pas vraiment? C'est tout à fait normal. Toujours les sportifs, le conseil le corps toujours il travaille en mode survie. Il ne travaille pas calmement et naturellement. Il est toujours en mode survie. Qui veut dire que en 2-3 jours, il va réagir à telle sorte que tu es bien. Qui veut dire la première semaine de Ramadan, le corps il doit voir où il doit se situer. D'accord. Je dois ralentir mon métabolisme pour survivre. Parce que je ne mange pas. Donc je dois laisser le stock. C'est normal, le corps il stocke tout ce que tu as pour survivre la journée, le lendemain. Et après 2-3 semaines, c'est bon. Tu commences à réagir naturellement, qui m'a avant Ramadan. Le corps il sait qu'à certains moments, il va manger. À 18h, à 18h30. Donc, automatiquement, le corps il va se réadapter. Il va continuer son fonctionnement naturel. Donc, le métabolisme ralentit parce que le corps, il veut stocker l'énergie ou le nutriment les rend le corps pour survivre avec la journée parce qu'il ne sait pas que tu sommes. Donc, automatiquement, il va stocker. Donc voilà, c'est pour ça. Donc c'est le corps qui s'adapte automatiquement à la situation. S'adapte automatiquement à les situations. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais revenir au fameux débat de l'exercice durant le mois de Ramadan. Je sais que beaucoup préfèrent faire de l'exercice avant le ftor, alors que je sais que vous, à chaque fois, vous insistiez sur le fait de le faire après le ftor. Donc déjà, pourquoi ce débat a-t-il lieu aujourd'hui? Pour moi, ce débat, c'est beaucoup plus pour attirer l'attention des gens. Parce qu'il n'y a pas de débat. Que ce soit avant ou là après. C'est juste, on va parler de questions logiques. J'ai entraîné mes athlètes durant le Ramadan, que ce soit barra ou là dans une autre salle. Derna, un même programme, avant Ramadan. Même on se sent très bien, mais on n'a aucun problème, aucune fatigue. Ni soif, ni... On a un peu, je me dis que 20% d'intensité, c'est tout. D'accord. Mais vraiment, ils se sont bien adaptés. Mais je t'oublie, il n'y a aucun débat avant ou après. Après le ftor, c'est tout à fait normal. On parle des gens, ils
ils n'aiment pas faire le sport avant Ramadan, avant le ftour, tout simplement. Ah, d'accord, كاين c'est une question il y a des d'envie. gens, ils n'aiment pas, mais bon, ils disent le sport, هما عطشانين جعانين, يترينوا après. Ou كاين اللي يديروا la compétition, par exemple les bodybuilders, pour les posos, les amis une prise de masse, ok? Donc pour le maintien, je dis bien le maintien musculaire, ils traînent après, parce que علاش خاصهم ياكلوا directement après. Sur le muscle, leur apport nutritionnel, خاصهم ياكلوا après l'entraînement. Donc على بها يترينوا après. Donc c'est une question de logique, d'objectif. D'accord, d'accord. هذا ماك. Donc il n'y a pas de risque de douleur musculaire pendant. Pas du tout. إذا تكون موالف, rien. Mais si tu es un débutant, bien sûr que ما ترينيش. أنا ترينا وعندي واحدين عادة كيبداو, قلت لهم durant le ramadan ما ترينوش avant الفطور. ما تجوش عندي avant. Donc automatiquement ترينوا après ou ترينوا في الدار. Oui. Très bien. Maintenant, pour revenir à la phase post-Ramadan, faut-il augmenter rapidement les apports caloriques ou procéder par palier pour ne pas choquer son corps? Voilà, كما قلت لك, il faut vraiment procéder par palier. على بالها دروك 80% تاع الناس راه عندهم un ballonnement des reflux gastriques. Oui. تسقسيهم غادي يقولوا لك هو علاش كما قلت لك افون رمضان ليستوما تاعنا غالونتي لي سيكريسيون. ليستوما تاعنا من توصل لها الماكله elle sécrète elle va sécréter des sécrétions وين pour favoriser la digestion. Oui. وتدي هذوك les aliments تديهم pour le bon fonctionnement du corps. طما هذه y a pas l'estomac تاعها elle va pas le sécréter بزاف. Oui. Et de deux, elle ralentit la digestion. في رمضان elle ralentit la digestion parce que ماكش تاكل بزاف. Automatiquement, elle va ralentir la digestion باش ما تخدمش بزاف وانت ما تعياش. راك عارف la digestion c'est العمليه الواعره كاع في الكور واللي تعيك. واللي elle prend beaucoup de calories. مع على بها le corps la ralentit. وابري رمضان direct هذاك le ralentissement يقعد. Parce que le corps تاعنا داير في راسه بلي toujours il est durant le ramadan وانت تعطي له les apports directs. Ralentissement, ballonnement, reflux, ou même parfois des gens ont des intoxications, etc., dues à ce genre de trucs. Donc, elle est bien vraiment tout doucement, 2 repas par jour, gâteau, petit gâteau, à la 8, à la 10, à la 12, 2 à 3 repas par jour, pendant 4-5 jours, après, il va retrouver le rythme rapidement. Parfait. Parfait. Sofiane Amour, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Merci beaucoup d'avoir pris le temps déjà de venir parmi nous pour nous éclairer un peu sur cette phase d'adaptation qui pour beaucoup pose problème. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir pour d'autres occasions en lien avec le sport et même au bien-être en général. Avec plaisir, merci beaucoup à vous. Et quant à nos chers téléspectateurs, on continue avec notre 3e plateau. Mais avant, on vous emmène découvrir ce beau sujet sur la photographie, un sujet signé Wahiba Allali, avec lecture de Selim Skandar. On vous laisse apprécier et on se retrouve juste après. La tradition résiste encore au temps. À chaque Eid, des familles continuent de pousser la porte du photographe Mokhtar, comme on retrouve un rituel précieux. هذا الحانوت كان حانوت تاع بويا وكنا نخدموا معاه ومن بعد ورثناه انا وخاوتي وبقينا نستدير رافدين هذه الشعله. بكري كان عندنا الغاشي، كانت الناس هذا العاده يجوا بالبزاف ونعطوهم تيكيات يقاروا حتى يجي تورهم. ودروك نقصت هذه العاده بصح مازال راها كاينه يتصوروا في العيد. Ici, on ne capture pas seulement une image, on fige un moment, une élégance, une mémoire. نتمنى نتصور عند مختار تاع بكري ونصوروا هنا مع بواتنا وكاع وجبت ولد اختي باش نتفكروا العادات. عندنا عاده وتقاليد. الحاجه الاولى يوم العيد نبدلوا للدراري الحاجه الاولى اللي نديروها نجوا نتصوروهم هنا، نتصوروا كاع هنا كيما راكي تشوفي في الصوره. عندنا دائما هذه السيره هذه نتصوروا باش نخلوا عندك دي سوفونير تاع قال الاحفاد الاولاد مام الجدود يتصوروا معنا وقت ما نشوفوهم زعما سانوجا توجور في بليزير. مالغري كاين ناس راه تتصور غير بالسيلفي والتليفونات، حنا مازال محافظين على هذه العاده هذه ونتمنوا لها ان شاء الله تدوم ان شاء الله. انا فرحان انا من نجيبني بابا هنايا نتصور باش تقعد يسيفيني ذكرى حتى نكبروا. راني فرحانه بزاف كي دائما يجيبني ونتصور مع خاوتي وباش تبقى لنا ذكرى كي نكبروا نوروها لولادنا. عيدكم مبروك، كل عام وانتم بخير. Chez Mokhtar, la photo de l'Aïd reste bien plus qu'un cliché, une tradition vivante entre nostalgie et transmission. Une tradition vivante entre nostalgie et transmission. Effectivement, merci beaucoup Wahiba Allali pour ce sujet, ainsi qu'à Selim Skandar pour la lecture en français.
On continue, mesdames et messieurs, avec notre troisième plateau consacré à la culture. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, nous allons faire un crochet du côté de Tlemcen pour aborder ce bel événement, à savoir la semaine, le concours de la semaine des 7 arts, une semaine consacrée aux personnes à besoins spécifiques. Et c'est avec monsieur Yahya Mourad, président de l'association Ville de la Culture et des 7 arts de Tlemcen. Monsieur Yahya Mourad, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Ilyes, donc je dis en premier lieu au peuple algérien Eid Mabrouk ou Kul Aam wa antum bkhair. En deuxième lieu, je remercie la télévision algérienne Station d'Oran et je vous remercie aussi pour cette invitation. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Déjà, merci à vous, le fait que vous avez fait le trajet de Tlemcen pour venir jusqu'à Oran pour nous parler de ce bel événement. C'est quand même un effort colossal, donc Yatek Saha, merci beaucoup d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici. Merci. Déjà, pour commencer, peut-être que beaucoup de nos chers téléspectateurs ne connaissent pas cet événement. Donc, comment on pourrait présenter cette semaine, enfin ce concours de la semaine des 7 arts de Tlemcen? Donc, nous, notre association, c'est l'association Ville de la Culture et des 7 arts. Oui. Donc, on a pensé à relier le nom de l'association à l'événement. Donc, on a choisi une semaine culturelle, donc une semaine des 7 arts pour les handicapés. Oui. Pour les handicapés. Oui. C'est-à-dire, c'est un projet ou c'est un événement qui se déroule à Tlemcen pour la première fois. Et je pense que c'est aussi la première fois en Algérie. Oui. Je pense. Et c'est la première édition de cette semaine? C'est la première édition. C'est la première édition, donc c'est une édition spéciale. C'est un événement qu'on veut le réaliser. Oui. Et bien, Inch'Allah, on va le réaliser. Et justement, comment est née cette initiative? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez pour gagner? L'initiative, l'idée, ça a commencé, donc nous, l'association, c'est une association des artistes. Oui. C'est une association des poètes. C'est une association du cinéma, comédiens, du cinéma. La littérature. Nos meilleurs amis, c'est des amis c'est des handicapés, mais c'est des artistes. Oui. C'est des artistes, des poètes, des professeurs, des docteurs. Donc on a pensé, on a dit pourquoi pas un événement qui rassemble tout le monde. Oui. Donc c'est un festival. Ah, c'est un festival? C'est un festival pour les handicapés, mais des handicapés intellectuels, artistes. Voilà. Ouais. Donc il faut quand même une notion artistique. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et est-ce que justement ces personnes-là, les personnes concernées par ce festival, est-ce qu'elles ont été impliquées dans la conception, enfin dans la préparation de l'événement en général? Bien sûr, bien sûr. C'est eux les premiers concernés. Donc on a contacté presque tous les artistes de Tlemcen. Oui. On a des professeurs à l'université de Tlemcen. On a des artistes chanteurs. On a des artistes dessinateurs. Donc, on les a contactés pour prendre leur avis. Donc, ils ont tout de suite répondu. Ils ont accepté avec grand cœur cet événement. Oui. Et ils ont dit à l'association merci pour cet événement. Oui. Donc, est-ce que c'est eux-mêmes qui sont membres du jury? C'est eux-mêmes qui jugent les œuvres? Non, eux, ils sont des artistes dans les 7 arts. D'accord. Donc, on va appliquer les 7 arts. Oui. Donc on a dit chaque jour un art. Un art. Donc une journée pour le théâtre, une journée pour le cinéma, une journée pour la musique, une journée pour le dessin, une journée pour l'architecture. Donc les 7 arts, c'est ça les 7 arts. Oui. Et le 8e art qui est le père des arts, c'est le théâtre. Absolument. Donc c'est lui qui va chapeauter Absolument. Donc le programme il est très riche, il est très très riche. Oui. Donc pour faire une semaine culturelle, justement, parlons un peu du qui va se dérouler à la Maison de Culture Tlemcen. Oui. Donc on a 3 lieux où va se dérouler cet événement. Donc on a la Maison de Culture, Okay. là où il y aura une exposition variée qui est ouverte pour tout le monde. Oui. Donc elle est ouverte pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les handicapés, mais pour tous les artisans, tous les artistes. Il y aura les soirées artistiques, chaque jour un art. Au Cinémathèque Chenderli, il y aura le cinéma. Donc on va faire diffuser un film réalisé par d'un réalisateur, un jeune réalisateur de Tlemcen qui est Youssef Ben Ghanem. C'est un jeune con
on encourage, et un film de cinéma algérien, les portes du silence, Abouab Samt. Ah, les portes du silence, oui. Ammar al-Askari. C'est un très beau film. C'est un très beau film qu'on estime le présenter au public algérien. Oui, c'est vrai. Voilà. Avec ces deux films, il y aura un débat qui va parler du film de notre réalisateur et du film de Ammar al-Askari. Oui. Alors maintenant, pour revenir aux conditions de participation, est-ce que c'est ouvert à tout le monde, à toutes les personnes à besoins spécifiques, ou est-ce qu'il y a quand même certaines clauses à... Le plus important événement, c'est les concours. Oui. Il y a un concours de ou des concours, des 7 arts. Donc il y a 7 concours, 7 prix. Okay. En premier lieu, on a désigné ces concours pour les handicapés, pour les artistes handicapés. Après, on a dit non. Le concours il va être ouvert à tout le monde. Ah, d'accord. Donc, oui. Mais à condition c'est que le sujet traite de ça. Traite la situation de cette catégorie. Ah, c'est très intéressant. Donc, par exemple, si tu nous présentes un scénario d'un film court-métrage, ça doit être sur le sujet. Oui. Si tu fais une pièce théâtrale ou un scénario théâtral, donc, etc., etc. Donc ça, le concours, il y a 7 concours, c'est les 7 arts. Donc chaque art, il y a un concours. Oui. C'est pour ça donc la participation elle est ouverte à tout le monde. Oui. Et tous les artistes de l'Algérie, du territoire national. Et est-ce que tous les types de handicap sont pris en compte dans cet événement? C'est-à-dire est-ce que tous les types, toutes formes de handicap sont prises en compte? Bien sûr, bien sûr. À condition d'être artiste? Bien sûr, c'est à condition d'être artiste. C'est toute catégorie, tout genre de... Nous, on a presque, à Tlemcen, on a une vingtaine d'artistes. On a une vingtaine d'artistes qui participent à cet événement. Oui. Il y a des participations hors wilaya, on a 2 participations. D'accord. Donc on a un duo de Betna, c'est les jumeaux Hassan ou Hussein. Donc ils sont très reconnus au territoire national, donc ils seront notre invité, Inch'Allah. Et il y aura un participant de Moustranam aussi. D'accord. Donc la majorité, c'est local, donc parce qu'on a prévu cette édition, une édition locale. D'accord. Mais on a un grand espoir de voir ce festival national. Et pourquoi pas international? Et pourquoi pas international. Oui. Alors maintenant, pour revenir aux futurs lauréats, donc ceux qui vont être primés, Inch'Allah, durant cet événement, est-ce que l'association offre un accompagnement après pour les suivre et voir ce que leur parcours artistique va donner? Dans ce cas-là, on a pensé, parce qu'on a 3 comités dans ce festival. Oui. On a le comité d'organisation, bien sûr. Oui. On a le comité de communication et d'information. Et on a la plus importante, c'est le comité des arts. Oui. Donc on a 7 membres. Oui. La majorité, c'est des docteurs d'État, en théâtre, en cinéma, en architecture, c'est eux qui vont être le jury des concours des 7 arts. Donc c'est eux qui vont prendre les lauréats, qui vont désigner le vainqueur des concours. Là, il y a des consignes. D'accord. Ces consignes, premièrement, on a dit qu'est-ce qui va se passer après l'édition. Donc la première chose à dire, c'est de créer un groupe, créer un club qui rassemble les artistes de première édition. Préparer la deuxième édition et continuer l'événement inter, c'est-à-dire voilà. Ouais, ça c'est très bien. Alors déjà, on va rester un peu dans la même thématique. Maintenant, par rapport à l'association, quel impact culturel et social espérez-vous de cet événement? Quel message voulez-vous faire passer à travers cet événement? Le message, c'est l'événement. L'événement, on a dit, c'est Shi'ar Ta'o, comme on dit. Avec l'art, on se réunit tous pour s'améliorer ensemble. Ça, c'est le Shi'ar, le festival. C'est une phrase qui résume. Si on va voir le contenu de ce message, on comprend. Donc le but de ça, c'est que on se réunit tous, c'est-à-dire dans l'art, tout le monde est
et unique. Tout le monde se rassemble, tout le monde. Il n'y a pas d'handicapé, il n'y a pas d'une personne artiste. Voilà, tout le monde identique. Et peut-être sensible à l'art. Voilà, voilà. Notre but, c'est qu'on utilise l'art, on dit les 7 arts. Donc si on va chercher en territoire national les artistes. Donc cet art, ça veut dire que ça englobe même l'architecture. L'architecture, le sculptage, la littérature, tout. C'est pour ça dans le programme Chaque jour un art, on va trouver les deux catégories. On va trouver des artistes normaux et des artistes handicapés qui vont se réunir pour faire les soirées artistiques. Oui. Voilà. Alors maintenant, pour revenir un peu justement au programme, donc vous l'avez dit, c'est les 7 arts qui sont concernés. Les 7 arts qui sont. Mais il y a par exemple des arts qui se sont développés au fil des années, comme par exemple le 9e art, à savoir la bande dessinée, etc. Est-ce qu'un BDiste, par exemple, peut quand même participer à ce concours? Le concours, il est ouvert à tout le monde. Ah d'accord. Il est ouvert à tout le monde. C'est parce que justement, quand vous dites les 7 arts... Nous, la première édition, notre objectif, c'est qu'elle se réalise. D'accord. Donc ce projet, on a reçu une subvention du ministère de la Culture et des Arts. Donc c'est pris en charge par le ministère et la direction de la culture de Tlemcen. Ah, donc vous avez même eu le soutien de... C'est-à-dire, le ministère, il a accepté le projet directement parce qu'il dit que c'est un projet innovant et inédit aussi. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors maintenant, pour rappeler à nos chers téléspectateurs par rapport à la date, la date, c'était programmée du 26 mars, demain, au 2 avril. Donc, on a reçu des appels, ils ont dit c'est la semaine, tout juste la semaine après l'Aïd, tout le monde est fatigué. Les vacances, on a un programme touristique, c'est les visites au centre pédagogique de ces catégories. Donc, ils sont en vacances. L'université, c'est en vacances, c'est notre collaborateur. Les écoles, c'est en vacances. Donc, on a pensé de reporter d'une semaine. Donc, ça va être du 2 avril au 9 avril, Inch'Allah. Alors, monsieur Yehla Mourad, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour nous parler de cette initiative louable qui est d'offrir un espace d'expression aux personnes à besoins spécifiques. Donc on souhaite bon courage pour l'organisation de cet événement. Donc je vous remercie pour l'invitation une deuxième fois. Je remercie toute l'équipe de la télévision algérienne. Je dis le festival c'est du 2 avril au 9 avril. Donc les portes sont ouvertes à tout le monde, à tous les gens qui vont participer. Tous ceux qui veulent participer. Notre objectif, c'est réussir cet événement. Inch'Allah. Et Inch'Allah, vous recevez la première invitation de votre présence pour... Inch'Allah, ce sera avec grand plaisir. Voilà, donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous encore une fois. Et quant à nous, chers téléspectateurs, on continue avec notre plateau suivant. Mais avant, on vous emmène à travers cette carte postale nostalgique signée Selim Skandar. Et on se retrouve juste après. À Mostaganem, Tijdit est bien plus qu'une cité. C'est une mémoire, une identité, une âme populaire tournée vers la Méditerranée. Un lieu chargé d'histoire, de visages et de souvenirs, profondément ancré dans le cœur de Mostaganemois. تاع تجديد والله العظيم باش نقول عليه نقول باللي ودي سي ان موزي متحف اسيل اوفير فهمتني. هو النهار الاول اللي خلق هذه تجديد هذه كانت متركزه على البلاد القديمه هي الطبانه والدرب اللي كانوا هما العنصر تاع البلاد. ولما هذا زادت كبرت شويه زادت تجديد فوقها وبدات تطلع غير بشويه من ظهر تاع الجامع الكبير. كل جهه كل طريق كل دار لها تاريخ وعلى كل حال يقولوا باللي بكري كان كاين السبع يتمشى في الليل هنا ما بين المبدا تاع الطريق تاع المقصر والاخير نتاعها.
يقولوا هذاك السبع يمنع به الاجانب يجوا ويخونوا ولا يقوموا بعمليات غير لائقه. Dans ces rues vit un quotidien simple et intense. Les générations s'y croisent, les liens s'y tissent, et la mer, toute proche, semble accompagner chaque instant. Sous la lumière de Mostaganem, Tijdid conserve ce mélange unique de modestie, de fierté et de chaleur humaine. في وقت الاستعمار قلت لك كانوا مواليه كانوا يعيطوا لها القاهره. كانوا يعيطوا القاهره على خاطر هو المركز تاع المقاومه ضد الاستعمار. فيها في قلبها راهم كاينين زوايات كبار كما الزاويه تاع الشيخ بن تونس، كما الزاويه تاع الشيخ سيدي قدور، تاع سيدي حمو الشيخ، فهمتني. شوف هذا الحي هذا احنا رانا درنا كما قلت الاخر لاسوسياسيون، عندنا جمعيه اللي تحافظ على الحفاظ على الاثار تاع على قطر الولايه تاع مستغلين، وخصوصا على تجديد هذه هضرنا عليها مرارا مع لي زوتوريتي مع المعنيين بالامر، فهمت، باش يحافظوا قد اللي ينجموا على الاثار اللي راه فيها والشيء اللي راه فيها، سورتو الديار الصغار هذوك اللي لو ستيل تاعهم ما كاش في جهه اخرى، ما كاش في جهه اخرى. Merci beaucoup Selim Skandar pour cette belle carte postale consacrée à la ville de Tijdid, à la commune de Tijdid, on va dire, dans la ville et la wilaya de Mostaganem. Pardon. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec notre rubrique cinéma, comme je vous l'ai dit, avec l'événement planétaire. C'est bien évidemment la 98e cérémonie des Oscars qui a eu lieu tout récemment. Donc, pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ce moment même l'écrivain et chroniqueur Mehdi Messoudi. Mehdi Messoudi, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Bonjour à vous et ainsi à toute l'équipe. Très content d'être ici avec vous. Tout le plaisir est pour nous. Alors Mehdi, c'est une cérémonie qui a beaucoup fait parler d'elle, oui. Avec notamment, c'est que ça a été quand même une année assez riche en cinéma 2025. Oui, ça a été, on va dire que la cérémonie des Oscars 2026 a parfaitement tenu ses promesses. Oui. Les films qui étaient en compétition étaient des films majoritairement de haute facture. Oui. Mais il y avait aussi des messages assez forts durant cette cérémonie des Oscars. Absolument. Notamment le message qui a été adressé par l'acteur espagnol Javier Bardem, oui, non à la guerre et Free Palestine. Exactement. Donc, en quelque sorte, il a un petit peu remplacé l'acteur Marc Ruffalo. Oui, Marc Ruffalo qui d'ailleurs était le grand absent de cette cérémonie. Pour sa démarche pour la libération de la Palestine. Oui. Et je pense que ce genre de message est devenu maintenant assez décomplexé, même oui. Dans un milieu comme Hollywood, assez, on va dire, qui soutient d'une certaine façon oui. L'entité sioniste. Oui. Et beaucoup d'acteurs se rallient de plus en plus à la cause palestinienne et oui. Ça c'était quelque chose d'assez fort. Absolument. Mais en termes de cinéma, là aussi ça a été quelque chose de très très spécial durant cette année. Il y a eu par exemple le cinéma d'horreur qui a été oui. Oscarisé. À l'honneur. Oui. Oui. Même oscarisé. Oui, il y a eu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, c'était pour un film d'horreur, ce qui est quand même assez inédit. Hein. Exactement, mais oui. La prestation de Amy Madigan dans Weapons oui. Était digne d'un Oscar, même si le film est un film produit par un gros studio, oui. Un divertissement. Oui. Mais n'en demeure pas moins que sa prestation était digne de la statuette. Absolument, absolument. Alors maintenant, Mehdi, pour parler un peu des prix prestigieux, donc oui. Donnez-nous un peu un petit bilan des grandes récompenses. Bien sûr, il y a la catégorie, disons, la plus importante, la catégorie mère, si on veut, celle du meilleur film. Oui. Plusieurs films ont été en course. Il y a eu Bugonia de Yorgos Lanthimos, oui. F1. Ouais. F1 qui, pour moi, ne méritait pas tant que ça d'être nominé dans cette catégorie, par rapport aux autres films. Mais là, on est dans le pur divertissement. Mais peut-être que s'il y a une récompense qui pouvait être attribuée à ce film, c'était peut-être la sono qui était, oui, qui était extra. Absolument. Ou peut-être aussi le montage. Et le montage aussi. Oui, oui. Il y a eu Frankenstein de oui. Guillermo del Toro. Ça, par contre, c'est très bien. Qui est pour moi, à ce jour, la meilleure adaptation du roman gothique de Mary Shelley. Oui.
Quand même, Frankenstein nominé pour le meilleur film, c'est quelque chose. Ça fait quand même quelque chose. C'est quelque chose. Parce que là aussi, on est quand même dans un film pratiquement horrifique aussi. C'est un film horrifique, certes, mais sur l'aspect technique, l'aspect de la décoration, du maquillage, des prestations aussi qu'on doit saluer, celle de Victor Frankenstein, enfin celle de Oscar Isaac, grand absent de la cérémonie des Oscars, celle de Jacob Elordi, qui a joué le rôle de la créature. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que la créature a démontré une sorte d'humanité, à l'inverse de son créateur, Victor Frankenstein, qui a au contraire démontré une monstruosité. Toute la mégalomanie du personnage. En fait aussi, l'originalité de ce film, je pense, c'est le fait aussi que la narration adopte le point de vue de la créature et non de Victor Frankenstein. En fait, elle adopte les deux visions, celle de Victor Frankenstein et celle de la créature. Oui. Alors qu'avant, la créature, généralement, n'a jamais eu droit à son moment, on va dire. Ce qui explique la nomination aux Oscars de Jacob Elordi. Absolument. Oui. Il y a eu aussi d'autres films qui étaient en course, notamment Hamnet, un film bouleversant, réalisé par Chloé Zhao, qui a déjà eu la statuette il y a quelques années avec Three Billboards. Bon, j'ai oublié le titre. Non, c'était pas celui-là. C'était Nomadland. C'était Nomadland. Mais c'est avec la même actrice de Three Billboards, par contre. Voilà. Voilà, Frances McDormand. Excusez-moi pour la confusion. Bien sûr, il y a eu le Marty Supreme. Il y a eu aussi le grand gagnant de cette cérémonie des Oscars, qui était Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, et bien sûr un petit clin d'œil à la bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo. Alors, avant de rentrer dans les détails justement du film Une bataille après l'autre, on invite nos chers téléspectateurs à visionner la bande-annonce du film qui a eu l'Oscar du meilleur film. On vous laisse découvrir. Et donc, on vous laisse apprécier et on se retrouve juste après. Great! Last year, when I hosted, Los Angeles was on fire. But this year, everything's going great. I'm told there's concerns about attacks from both the opera and ballet communities. They're just mad you left out jazz. There are no British actors nominated for Best Actor or Best Actress. Yeah. British spokesperson said, yeah, well, at least we arrest our pedophiles. So, une cérémonie qui a déjà été marquée par beaucoup d'humour aussi, étant donné qu'elle a été animée par Conan O'Brien. Alors déjà, j'aimerais beaucoup parler justement du lauréat du film, de l'Oscar du meilleur film, à savoir Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Je veux d'abord quand même qu'on visionne un peu quelques images du film et on se retrouve juste après pour en parler. Un film brillant, réalisé par un réalisateur brillant, à savoir Paul Thomas Anderson, qui enfin a été oscarisé depuis le temps. Ça fait des années qu'on attendait ça. Il a enfin eu la statuette, je pense à 3 reprises. Mais quand même, il aurait pu l'avoir pour d'autres films, je pense aussi. Oui, il y a eu Boogie Nights, surtout Derry B. Blood. The Master, qui était aussi un très très grand film. Mais enfin, la consécration est arrivée. Oui. Alors, bon, déjà, c'est pas un film anodin, hein, comme vous l'avez dit, c'est pratiquement presque un film révolutionnaire, on va dire. C'est un révolutionnaire. La chose qu'il y a à savoir concernant ce film, c'est que ça a été le plus gros budget de l'histoire du cinéma indépendant, avec 100 millions de dollars. En fait, le pitch, en résumé, c'est une bande de révolutionnaires qui va prendre d'assaut un camp d'immigrés, qui est dirigé par un colonel raciste et borné. Celui va s'efforcer de... À la limite psychopathe. À la limite psychopathe. Celui-ci va s'efforcer de rejoindre une sorte de confrérie obscure, où il aura en quelque sorte, qui sera, on va dire, au pouvoir de l'extrême droite dans les États-Unis. Et on va dire que le film est une sorte de dénonciation des dérives extrémistes de droite dans le pays. Un personnage qui est d'ailleurs campé magistralement par Sean Penn, qui d'ailleurs a signé son grand retour. Prestation magistrale. Oui, signé son grand retour, mais signé aussi son absence aussi, parce qu'il était absent et apparemment juste parce qu'on l'a interdit de fumer dans la salle. Ah oui, je me souviens de l'incident durant la cérémonie des Golden Globes. En effet, je pense qu'il n'était pas là durant la cérémonie. Mais sa consécration
Je pense que ça a été sa 3e consécration aux Oscars et amplement méritée. Donc c'est le genre de rôle pour lequel excelle Sean Penn. Donc c'était voilà, c'était. Alors Mehdi, donnez-moi un peu votre avis sur cette fameuse scène de course-poursuite de 30 minutes, qui pour beaucoup de critiques est presque au diapason de la fameuse scène de course-poursuite de Bullitt, qui est aujourd'hui réputée comme être l'une des meilleures. Je pense que ça a été... La course-poursuite dans Bullitt a toujours été une source d'inspiration pour d'autres metteurs en scène pour faire des courses-poursuites. Ça a été le cas pour, je pense, William Friedkin dans sa poursuite... French Connection. Dans sa poursuite dans French Connection, je pense que c'était dans le Bronx ou dans Brooklyn. Oui, absolument. Et bien sûr dans un tas d'autres films. Il y a Blues Brothers aussi, de John Landis. Et dans Blues Brothers. Oui. Chose qu'il faut savoir quand on visionne le film, Une bataille après l'autre, c'est clairement un hommage au grand cinéma américain des années 70, notamment le cinéma américain, disons, de la nouvelle vague. Oui, brut, sans trucage. Exactement. D'ailleurs tourné en Panavision. Oui, oui. Et d'ailleurs, DiCaprio a réalisé lui-même ses propres cascades, notamment parce qu'on l'a vu dans la bande-annonce quand il saute justement de la voiture en pleine vitesse. Eh bien, il l'a fait pour de vrai. Chose que j'ignorais d'ailleurs, mais c'est-à-dire que toutes les prestations dans ce film, tout était parfait et, je dirais, destiné à des consécrations aux Oscars ou comme dans d'autres compétitions. Ouais. Et d'ailleurs, étant donné que le film était, comme l'avait dit, un hommage à la nouvelle vague des années 70 aux États-Unis, le propos même du film ne fait pas écho aussi à cette période-là, notamment à la guerre du Vietnam, les dérives de la guerre du Vietnam, etc., mais adapté à la période actuelle, avec les nouvelles guerres qui ont lieu. Oui, je dirais que, disons qu'il y a un message plutôt de gauche dans ce film. C'est clair, oui. Révolutionnaire et, comme je l'ai dit précédemment, contre les dérives des extrêmes, notamment l'extrême droite. Et voilà, c'est un film, je dirais, révolutionnaire, d'où, on va dire, le clin d'œil. Ouais, de par sa thématique, ses ambitions de mise en scène, etc. Exactement. D'où le clin d'œil à Gelo Pontecorvo et la bataille d'Alger. C'est vrai qu'on voit à un moment donné DiCaprio. Gelo Pontecorvo qui était connu pour ses films révolutionnaires. N'oublions pas aussi d'autres films comme Quemada ou encore et plein d'autres. J'ai oublié le titre. Alors, on m'a dit, avant de finir, j'aimerais qu'on parle aussi d'un événement marquant en ce qui me concerne. C'est la première nomination à l'Oscar au profit de la Tunisie pour l'Oscar du meilleur film étranger. C'est la première fois que la Tunisie est nominée. Oui, le film Et pour quel film? De Kawthar Ben Hania, qui a réalisé le film de La Voix de Hind Rajab, un film tout à fait bouleversant, qui raconte les derniers instants d'une jeune fille, d'un enfant de 5 ans, coincé dans une voiture, et qui prend contact avec le Croissant Rouge pour venir à son secours. Chaque enregistrement, chaque chose qui est entendue par le spectateur est véritablement la voix de la petite fille de 5 ans. Alors justement, on va rentrer dans les détails du film, mais avant, parce qu'il faut quand même montrer quelques images du film, parce que c'est un film brillant en ce qui me concerne. On va vous laisser, chers téléspectateurs, découvrir la bande-annonce de ce film puissant, et on se retrouve juste après pour continuer d'en parler. الو طوارئ الهلال الاحمر رام الله الضفه الغربيه عمر معك تفضل. الو شو اسمك انت؟ كنا تمام ماما غيرت حالي. مهدي احتمال احتاج سيارة اسعاف. عمر حبيبي احنا مجبرين نأمن له مسلك آمن. إذا ما فيش معها وقت. شايف هدول يا شب؟ خذناهم كلهم. 8 دقايق ممكن تكلفهم حياتهم إذا ما عملناش التنسيق وعمار.
They are shooting at a car with a little girl inside. Can you imagine that? So do something. انت في التمهيدي؟ هند انا جاي ناخدك احنا. Un film bouleversant, un film brillant, un film coup de poing. Et c'est le film qui a représenté la Tunisie aux Oscars de cette année. Et sachant que c'est un film tunisien, mais qui se déroule en Palestine. Exactement, c'est un film tout simplement brillant et déchirant. Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un film qui utilise les véritables enregistrements de la petite fille. Donc ce qu'on entendait dans la bande-annonce, c'est la véritable voix de la petite Hind Rajab qui a été assassinée par la force d'occupation sioniste. Alors déjà, c'est un film qui a reçu un triomphe lors de la Mostra de Venise. Quand il a été présenté, je pense que ça a été l'une des plus longues standing ovations de toute l'histoire du festival. Oui, pour la Mostra, je pense qu'il a eu le Lion d'argent. Oui, c'est ça. Quelque chose comme ça. Oui. Et bon, le film suscite une réaction, c'est quelque chose qui est tout à fait humain. Et je pense que voilà, il est impossible de ne pas ressentir quelque chose lorsqu'on regarde un film d'une authenticité aussi folle, aussi touchante. Il s'agit d'une enfant qui a été coincée dans une voiture avec pendant plusieurs heures. Son sa oncle, sa tante, ses cousins, et qui au final, malheureusement, n'a pas pu être, n'a pas pu être sauvé. Et voilà, je pense que c'est ce genre de film qui doit être de plus en plus mis en lumière afin de montrer l'horreur de la guerre en Palestine et ailleurs. Mehdi Messaoudi, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation et pour nous avoir. Tout le plaisir est pour nous. Ça a été un grand plaisir de vous avoir pour nous faire un petit tour d'horizon sur cette 98e cérémonie des Oscars. Merci beaucoup. Avant de vous quitter, est-ce que vous êtes amateur de cinéma algérien aussi? Bien sûr. Ah ben ça tombe bien, parce que je vous invite et j'invite aussi nos chers téléspectateurs à découvrir la bande-annonce du tout nouveau film algérien qui sera présenté en avant-première ce vendredi à Oran. C'est le film Ahmed Bey. On vous laisse apprécier et on se retrouve juste après. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله زلزال Je vais vous donner l'occasion de regretter votre insolence. قل لجنرالك كلوزال إن أحمد باي يرفض عرضه. Aucun des bey des autres régions n'est venu aider la capitale, sauf vous, Ahmed Bey. ولتعلموا أن لسيف أحمد حدين، حد لقتل الأعداء وحد لقتل المنافقين والخائنين. À mon avis, celui de mes amis en Afrique du Nord, cette occasion nous l'attendions depuis des années. Allez, partez, partez vite. كل تلك الأعوام الأحلام التي كنت أحس فيها أنني غريبة. هون عليك يا أحمد.
سيظهر الله الحقيقة. أنا أحمد باي حاكم قسنطينة. Et oui, c'est le film algérien Ahmed Bey qui sera présenté en avant-première ce vendredi au niveau d'Oran. Et pour en parler, quoi de mieux que de recevoir notre invité de la matinale. C'est l'invité surprise que je vous ai gardé depuis le début d'émission et c'est bien évidemment Jamal Aouane. Jamal, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci pour cette invitation et bonjour à tous les spectateurs et spectatrices. Déjà, merci beaucoup d'avoir fait l'effort. Je sais que vous avez un planning très très chargé, notamment après le succès fou que vous avez rencontré durant ce ramadan dernier. Donc déjà, félicitations, ça fait plaisir de vous voir autant exposé. Ça fait chaud au cœur, c'est un chaleureux témoignage. Donc, un artiste, grosso modo, en général, on a besoin d'une reconnaissance de la part des gens du métier comme du grand spectateur. Et on continue de grandir en tant qu'artiste. Et c'est grâce à eux qu'on fait ce métier aussi. Oui, mais c'est la première fois que vous avez campé des rôles, on va dire, à contre-courant de ce que vous aviez l'habitude de proposer avant. Oui, j'avais de la chance, c'est grâce à ces réalisateurs. J'ai pris, on va dire, les spectateurs à contre-pied. On est tombé sur des scénarios malins, des caractères décalés, compositions. Et ils m'ont fait confiance et j'ai bien envoyé l'ascenseur, comme on dit. Vous savez, hier, quand j'étais en train de préparer mes questions, je me suis souvenu d'une émission qu'on a faite, vous et moi, il y a 3 ans de cela déjà, quand même, et dans laquelle vous avez dit que justement vous êtes en train de réfléchir à revoir tout votre registre dramatique, etc. Vous m'avez dit, je suis en train de chercher un nouveau type de rôle. Et là, par contre, vous êtes allé au bulldozer, vous avez littéralement, vous vous êtes servi de votre image pour mieux la casser. C'est vrai, on a besoin de se renouveler, on a besoin de creuser, de chercher, aussi de provoquer un petit peu la décision en cette matière sur les réalisateurs. Moi, ils m'ont vu sur le théâtre, ils m'ont vu qu'ils m'ont dit en tant que... on se met à la zone de confort, on essaie de tenter des choses et de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et aussi, tout est justifié. Par exemple, dans le rôle de Jérôme, en 2 mots, c'était un rôle assez distancié par rapport au rôle de Ashraf. Et donc, c'était le bon personnage dans le bon moment, avec techniquement bien épaulé de la part des réalisateurs. Wahed, il est un jeune frais qui propose autre chose, une réalisation assez fraîche. Jafar Qasim, il est assez connu, donc sa réputation le précède. J'avais cette chance d'avoir des bons partenaires, des bons dialogues, un bon personnage qui évolue dans un espace qui est assez favorable par rapport à l'histoire. Et au final, je pense que c'était un pari réussi parce que le public, il a adopté ces 2 histoires. Et il manque ce on a aimé de te détester les caractères. C'est exactement ça. C'est le personnage qu'on adore détester. D'ailleurs, c'est plus amusant de jouer aussi les vilains. Parce que les vilains ou les rôles de contre-nature, les rôles de contre-emploi, mais c'est aussi difficile parce qu'on peut facilement verser dans la caricature. Il faut toujours maintenir une certaine justesse. Et là, j'imagine que ça a été dur, notamment pour le rôle d'Ashraf, je trouve. Oui, le rôle d'Ashraf, en fait, c'est un personnage qui est assez trompeur. Le but, parce que c'était un genre de série qui se base, ce qu'on appelle en anglais, de whodunit. Ça veut dire que c'est une énigme, c'est un meurtre qui est commis au sein d'une famille, et donc on doit démasquer l'intrus, qui a fait cette atrocité, et au fil, on doit accrocher les spectateurs du début à la fin des épisodes, et le caractère. Donc ce qui était bien aussi, c'est que les spectateurs, ils ont joué le jeu, la section des commentaires, donc tout le monde voulait démasquer mais personne ne s'est douté de... Tout le monde jouait au détective, et ce qui était intéressant, parce qu'ils ne m'ont jamais vu de cette façon auparavant, et je remercie Oussama Koubi, parce qu'il m'a offert cette fleur, et je pense qu'on a rempli le contrat. Oui, et ça vous a plus ou moins ouvert l'appétit pour interpréter ce type de personnage à l'avenir? Dès qu'on a terminé le film, j'ai reçu pas mal de témoignages, mais aussi d'appels et d'offres de personnages sur des futurs produits. Donc ça, on t'a kiffé. Fait les rôles qui sont torturés émotionnellement, c'est des rôles de psychodrame au couché. On sent que moi je suis adepte de ces genres de personnages qui sont construits un petit peu en profondeur, qui ont quelque chose à raconter, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas dans une overdose. J'ai tenté d'avoir un jeu un peu plus posé, un peu plus ciné, mais on le découvre avec une courbe
à travers les épisodes, qui m'a Ashraf, on le voit de A à B, où au final, une espèce de dédoublement de personnalité. Tout à fait. Et on comprend aussi sa douleur aussi. Exactement. C'est que c'est un personnage nuancé, c'est pas l'antagoniste méchant pour être méchant. Parce qu'il y a quand même des motivations derrière, il y a un vécu qui l'a poussé justement à faire ce qu'il a fait. Il était aussi victime de sa situation par rapport aux gens grosso modo. Absolument. Mais il est lâche le personnage par contre. Oui. Il était lâche parce qu'il avait d'autres solutions, il avait d'autres chemins à emprunter. Lui, il a choisi peut-être la facilité. Oui. Et voilà, donc, il était aussi très distancié par rapport à Jérôme. Léo, c'est un soldat rusé, stratège, assez avisé. Oui. Et les deux caractères, malheureusement, ils tuent non seulement Fatma de côté et Amina de l'autre, donc j'étais classé l'acteur le plus détesté pour le massacre. Bon, déjà, j'espère qu'on n'a pas spoilé pour nos chers téléspectateurs qui peut-être n'ont pas vu. Pour qu'ils n'ont pas encore vu. Mais j'incite vivement les spectateurs à voir les deux séries, ils sont comme à se laisser. Absolument. Alors maintenant, on va revenir au film Ahmed Bey, parce que quand même, vous interprétez quand même, vous êtes parmi les rôles principaux du film Ahmed Bey aussi, donc déjà félicitations. Merci. Donc là, parce que là, on parlait de télévision, maintenant on va aborder le cinéma. Voilà. Alors sachant que c'est un film qui a été tourné avant par contre. 2018. 2018 quand même. 8 ans d'attente. Il n'y a pas longtemps, on a fait l'avant-première à Constantine. Oui. Très symbolique comme projection. Salle Zénith, on a eu quand même un grand public, les officiels, la ministre et un Hadra. Et franchement, on a eu du répondant 3 jours avant Ramadan. On avait un peu peur, mais ça a marché du tonnerre. Et juste après, on a enchaîné une date fait Alger. En tout cas, c'est la sortie commerciale. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que le timing il est bon, mais les vacances, juste après le mois sacré, c'est assez chaud. Oui. Donc, la sortie commerciale, juste pour donner quelques informations, on profite un peu de cette tribune. Oui. Donc la sortie commerciale est prévue à partir de ce vendredi. Ce vendredi, le 27 mars. Donc, il y aura le film, les Alpes obscures, les multiplex, les centres commerciaux de Waran. Donc, on a la salle Cinégold, les JF Ciné Center, centre commercial Ciné Center. Il y a aussi la salle Cinémonde, si je ne me trompe pas le nom de la salle, les JF Grand Oran AZ. Ah oui, d'accord. Qui est la salle Ibn Zaydoun, Cosmos, les JF Garden City aussi, ou qui est les deux centres commerciaux à Annaba et à Constantine. Donc c'est une sortie nationale, une sortie commerciale. J'incite vraiment les gens d'aller voir le film. Même si on parle de tickets de prix, je trouve qu'il est assez correct. Donc, 600 dinars, il est moins cher que d'autres sorties, d'autres films algériens qui sont sortis récemment. Précédents. Les autres étaient à 800. Les autres étaient à 800. Donc, ils ont bien marché, ils ont rempli les salles. Et quand même pour une fresque de presque 3 heures. Quand même, 2h05 minutes. Voilà. Donc ça vaut quand même son prix. Oui, après, c'est un film à gros budget. Bon, après, je salue aussi le travail qui est mis aussi par le CADC en collaboration avec l'un des 3 distributeurs les plus connus en Algérie. Renouer avec le public les salles. Nas فهمت qu'il y a une demande de la part du grand public où ils veulent des films locaux, des films algériens. Absolument. On a vu ça avec Roqia récemment, qui est fait par Yann Skoussim. La dernière reine, 4 mois d'affilée, Naskat Mazal. Héliopolis aussi. Héliopolis qui a très bien marché. Même le film d'animation, Khamsa. Le Khamsa, qui a cartonné en salle. Voilà, ils sont en train de tester le marché. Là, j'ai eu le Riyad Ayad Inoujoulou Tahiyya Mahad al-Mambar. Donc, Riyad, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de provoquer aussi les producteurs algériens, le CADC. Ça veut dire sur un multiplex, un film d'animation, un film qui m'a l'air de la bataille après une autre, un film grand succès, un film universel. International. Ou un film algérien. C'est important. Ils consomment des films algériens. Et mine de rien, il y a des films qui sont bien faits. Par exemple, la vente le film, la fibre artistique d'Ahmed Bey, ça sort un petit peu de l'ordinaire. C'est un film, on est à peu près dans la même époque de Fatma, on est en 1840. نحكيو على un des personnages les plus emblématiques de notre révolution et c'est des personnages héroïques le territoire national اللي هو Ahmed Bey, c'est pas n'importe qui, c'est la même Kima al-Muqrani, Kima Amir Abdelkader. Et on découvre sa vie, son combat et aussi la réponse qui était mise par les héros de la nation, la colonisation française. Donc on a des vrais héros qui méritent d'être mis au devant de la scène, à travers l'image. Et maintenant les bouquins et le cinéma, c'est des films de propagande. C'est un soft power.
Exactement, Barakallahu Fik, c'est un soft power et on doit mettre nos héros dans la lumière et aussi parce que c'est un rappel de mémoire et c'est un devoir aussi de la part des producteurs. Absolument. Et quand on voit aussi les images, les quelques images qu'on a diffusées du film, quand même, on voit que quand même, c'est un film à très grand budget. Ça fait plaisir de voir des fresques historiques de ce calibre-là. La dernière qui me vient en tête, c'est l'épopée de Bois-Maman. Et ça date quand même. Oui, on est un peu dans le même couloir, dans le même registre. Ahmed Bey, c'est un genre de film qui dit une fois tous les 10 ans. Moi, en tant qu'acteur, j'étais chanceux d'avoir campé. Ce film-là, il était fait par des Iraniens. C'est le réalisateur, il s'appelle Jamal Jorsha. C'est un grand monsieur Fibladou. Il a fait plus de 30 films long métrage. Il était aussi un des co-réalisateurs de Mousselsel Loisir Sif. Donc on a eu cette aubaine de travail avec ce réalisateur. C'était plus de 5 mois de tournage. Une panoplie d'artistes, panoplie de comédiens. Et le film, personnellement, ce qui m'a touché dans ce film, c'est que le film il était fait en arabe classique. Bon, les personnages français élaborent en français, l'arabe et al-fusha, on a une très très belle langue. Et je trouve que c'est bien de subventionner des films, les mindak en arabe classique. Il y a un verbe, c'est une langue assez poétique. Et dès le théâtre aussi. Absolument, absolument. Qui était très très bien calibré aussi par nos acteurs algériens. Nos acteurs algériens, ils peuvent jouer en arabe classique, même les Syriens, on a de très bons comédiens. En fait le film. Vous avez abordé un point très intéressant, à savoir un réalisateur étranger qui vient faire un film sur une personnalité historique très importante dans le pays. Étant étranger, en abordant toute la sensibilité justement et la justesse de ce personnage, comment ça s'est passé dans le processus créatif avec lui en tant qu'Algérien? Est-ce qu'il était très respectueux de l'histoire algérienne ou est-ce que pour lui c'était un film de commande? Comment ça se passait? Ce qui était intéressant avec ce réal, c'est-à-dire il y avait un travail de reconstitution, documentation, tout ce qu'on veut. Ça c'est plus de 2 ans de préparation. Ah oui, quand même. Samira Hadjini, la productrice, d'après les informations qu'elle a eues, il y a pour un échange de cadres culturels, les festivals au départ, elle voulait un autre réalisateur. En bas, l'Iran, elle a découvert le cinéma iranien qui est très très connu mondialement, surtout le genre de film. Tout ce qui est épais, historique, c'est des films, voilà, c'est des films تاع الحروب هذو ما تاع الشباب. عندهم مكانة تاعهم خاصة، ils sont plus puissants. يعني عندهم واحد لي فيلم كيما الامير عبد القادر، هذا لو جور دو فيلم يقدروا يرفدوهم لي زيرانيات دو مانيير très à l'aise. Et donc ils ont vu شافوا واش يقدروا يديروا. C'était une première. Moi, je ne suis pas contre le fait de ramener un réalisateur étranger du moment qu'il y a le film. Ça a été le cas avec La Patrie d'Alger, par exemple. Exactement. Il y a pas mal de films aussi. Il y a شنو لازم تكون عنده ما يخلقش par exemple كي شفنا في الفيلم تاع أحمد بي ما حسيناش un film iranien à travers l'image. Donc il était fidèle, il est fidèle à l'image, au décor, à l'identité, la mémoire. Donc on arrive à y croire. Après, j'avoue, c'est tout à fait normal qu'un réalisateur il met une touche, une touche iranienne. C'est une œuvre. Voilà, c'est une œuvre artistique. Il y a aussi pendant le long du film. Chef, il y a plus de, je pense, 10% du film où il y a la reconstitution avec le CGI pour montrer. Sirta, Constantine. C'est d'ailleurs une boîte libanaise qui s'est occupée des CGI, non? Non? C'est une boîte libanaise qui s'est occupée des CGI. C'était une coproduction internationale. Ça veut dire qu'il y avait des moments où il y avait une boîte libanaise qui a les CGI, les Iraniens, le son les Del Harim Sultan, c'est un grand. Qui a fait la musique du film. Donc c'était un film qui est multinational. Tout le monde a eu son mot à dire dans ce film. C'est bien d'avoir des films comme ça. Par exemple, ce film, là, on est sur le War qui livre le bab d'Amir Abdelkader, parce qu'Amir Abdelkader, à ma connaissance, c'est un film algérien avec une histoire algérienne, mais un film universel. Il lui prépare le terrain. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Le film d'Amir Abdelkader, l'essentiel, c'est qu'on ne touche pas, on doit le mettre mais le fait qu'il sera fait par un réalisateur étranger, et je pense qu'il va cadrer aussi. Et au contraire, ça peut être une valeur ajoutée. Si un réalisateur étranger avec beaucoup d'expérience qui vient insuffler justement cette expérience-là dans un film algérien censé mettre en avant la figure historique de l'Amir Abdelkader, ça peut être bénéfique pour tout le monde. هو الهدف الأسمى تاع هذا الجور دو فيلم لازم يوصل للعالمية. لو كان يديروا ان فيلم C'est vrai, fait un film algérien, les tiroirs, c'est pas le but, c'est pas la peine. Surtout que tout l'argent qui est mis en jeu,
Je trouve que c'est assez dommage. Amir Abdelkader, il a une résonance mondiale. Oui. Et là, avec toute une entreprise qui a été créée à cette occasion, je pense que quand même, il y a un but derrière de vouloir commercialiser ce film justement à l'international et pour l'exploiter au maximum. Moi, j'ai ma petite idée, mais je ne peux pas. des infos en coulisses, mais mazal الحال باش نهضروا على الفيلم تاع أمير عبدالقادر. Alors, en fait, j'aimerais aussi avoir votre avis brièvement sur un aspect, c'est le support physique. Aujourd'hui, on voit aussi que ce qui fait perdurer une œuvre, c'est le fait qu'elle existe aussi en support physique, le fait qu'elle puisse être accessible chez soi. Donc le DVD, Blu-ray, etc. Vous, en tant que comédien, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que non, pas forcément? Il y a d'autres outils qu'on peut mettre en avant pour faire en sorte que le film circule, etc. Non, mais à 1000%. À 1000%, un film, il est fait pour être regardé, acheté, loué à l'ancienne parce que c'est une industrie. C'est une industrie. Il y a aussi, par exemple, j'ai joué dans des films, je ne peux pas نوصل les films تاعي. Voilà, c'est ça. نفهم باللي au départ le film يقعد 2 ans. C'est-à-dire le film revient au CADC, ça veut dire c'est les festivals. لازم الفيلم يديروا des avant-premières. Il va faire la visite à les festivals هنايا national, ensuite à l'échelle internationale يمشي عند جوارينا يتنفس الفيلم يدور, il va rencontrer son public. Et après, il faut le commercialiser avec des c'est une première حاجة مليحة, des distributeurs, des sorties commerciales. Ensuite, je pense باللي كنعاودوا نوليو اصل فضيله, c'est-à-dire الناس تحوس هذاك لو توشي لو سونتيمون ليموسيون. انا مازالني على لونسيان على بالك. انا عندي واحد المدام قالت لي انت هكذا عندي tout un truc. انا pour moi les livres et les DVD sont sacrés. On est prêt, tu vois ce que je veux dire, d'avoir un DVD chez soi comme ça, une fois تعاود un petit rappel à quand tu trouves le film, عندك واحد l'émotion assez spéciale. C'est comme un livre, يعني تقرا كتاب في c'est le film qui t'appartient. Voilà, c'est un film qui t'appartient, tu تقدر تسلفو يعاود يولي لك منه. C'est ça aussi, c'est une expérience. Un film, la relation avec. Même les sites ou كل شيء, je suis pour. يعني le fait انه الفيلم ما يتحركش, on ne brûle pas les étapes. يدور في les festivals, يدي حقه le film, et juste après on doit le commercialiser comme partout dans le monde. يعني ماشي حاجه. Jamel Aouane, merci beaucoup d'avoir été présent parmi nous pour nous éclairer sur, et nous donner des détails sur la sortie de ce beau film qu'on attend avec impatience. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas vu, mais croyez-moi que je serai présent au rendez-vous pour le découvrir. Et j'invite aussi nos chers téléspectateurs à se déplacer en salle pour découvrir une production algérienne, un film algérien sur une personnalité algérienne. C'est un moment de partage, de connexion. Absolument. Et vous serez présent aussi. Inch'Allah, on sera présent avec l'équipe du film. Il y aura la productrice, il y aura. Raison de plus pour vous déplacer. Voilà, donc ils peuvent aussi qu'il y ait un débat après la projection. Il y aura des invités de marque, donc des artistes, des chanteurs. C'est un moment de joie qu'on va partager avec le grand public. Inch'Allah. Donc soyez plus que les bienvenus. Voilà. Marhaba bikoum. Et merci beaucoup. Et sur ces belles paroles, je vous dis merci beaucoup encore une fois à Jamel Aouane. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Un grand merci à l'équipe technique ainsi qu'à l'équipe à la régie pour avoir assuré le bon déroulement de cette émission. Excellente suite de nos programmes sur Canal Algérie. Prenez bien soin de vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir. غدا سيتم لقانا غدا ننتشي